Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle série de cours sur l'évolution du climat et de l'océan. Je vais continuer donc à vous parler de l'Holocène, et cette semaine en particulier d'une des plus vives controverses actuelles en climatologie qui concerne en fait l'évolution de la température pendant la période Holocène, en particulier au début de cette période. L'Holocène, en fait, c'est la période qui a suivi la dernière grande glaciation du Pléistocène. Pour l'illustrer de façon très simple, je vous montre ici le contraste en fait, saisissant entre la géographie qui prévalait pendant la période glaciaire, la dernière grande période glaciaire, qui est représentée à droite. Il s'agit d'une cartographie de l'hémisphère nord, qui montre en particulier que les continents étaient recouverts de grandes calottes, en particulier le Canada était sous 3 km, 4 km de glace, la calotte Laurentide, le nord de la Scandinavie aussi. Et la carte qui vous est représentée à gauche représente les temps modernes avec une géographie que nous connaissons, avec essentiellement le Groenland comme calotte de glace. Donc c'est ce contraste en fait qui correspond, c'est ce passage entre le dernier maximum glaciaire et la période moderne qui correspond à l'Holocène. Donc vous voyez qu'il y a des changements majeurs attendus en fait, des températures, du niveau de la mer en particulier aussi. Mais il s'agit d'une période de transition et nous avions déjà abordé l'année dernière quelques définitions, donc je ne vais pas y revenir. On pourrait envisager différents types en fait, de définitions pour le début de l'Holocène. Actuellement, ce qui est utilisé, en fait, c'est essentiellement une définition un petit peu arbitraire qui est liée à un changement de température que l'on peut déceler dans les glaces du Groenland, dans les carottes de glace du Groenland, vers 11 500 ans, 11 600 ans avant le présent. Et ce marqueur, je dirais, de changement de température est utilisé comme marqueur du début de la période Holocène. Mais encore une fois, c'est une définition qui pourrait être changée, qui est un peu arbitraire, comme nous allons voir. Alors, et pour illustrer en particulier le contraste saisissant entre le climat de l'Holocène et le climat de la dernière période glaciaire, je reviens justement à un des travaux pionniers, d'un des pionniers du domaine, Willy Dansgaard, un glaciologue, qui a publié en particulier un article en 1993 qui est résumé finalement dans cette planche avec des mesures en fait, de la teneur isotopique, de la composition isotopique, le rapport O18/O16 dans les glaces du Groenland, dans une carotte qui fait de l'ordre de 3 km, qui est représentée sur ce diagramme avec d'une part le premier kilomètre 5 de 0 à 1500 mètres de profondeur. Vous avez ici une échelle qui représente les fluctuations en fonction de la profondeur et donc en fonction de l'âge, les couches augmentant en âge en fonction de la profondeur dans cette carotte de glace. Donc vous avez une stabilité finalement du rapport au 18/O16 qui est un marqueur paléothermométrique. Ça nous sert ça sert aux paléoclimatologues à reconstituer des températures. Donc on voit une certaine stabilité qui contraste véritablement avec les fluctuations que vous voyez sur la partie droite du diagramme qui représente le complément de 1500 à 3 km de profondeur qui montre en fait des fluctuations très importantes du rapport O18/O16, delta O18, qui correspondent en fait à des changements de température. Alors encore une fois, la calibration, la relation entre le delta O18 et la température est quelque chose de compliqué, nous y reviendrons. Au premier ordre, ici, j'ai représenté une échelle de température. Il s'agit en fait, pendant la période glaciaire, de fluctuations de 15 à 20 degrés, que l'on appelle des fluctuations de Dansgaard-Oeschger, et qui contrastent véritablement avec la stabilité de la période Holocène. Alors cette stabilité de la période Holocène, elle est très marquée dans les carottes de glace. On peut effectivement ensuite essayer de regarder un peu dans le détail ce qui s'est passé pendant cette période. On peut déceler certains événements. Par exemple, ici, nous y reviendrons, un événement plus froid, il y a à peu près 8000 ans avant le présent, mais essentiellement un contraste saisissant entre les deux périodes. Pour essayer de comprendre, reconstituer les températures, on ne peut pas se contenter de regarder un point sur la planète. Et donc les chercheurs, les paléoclimatologues, dans beaucoup de laboratoires, se sont évertués à rechercher des archives paléoclimatiques. Alors ça peut être des carottes de glace ou des carottes de sédiments marins ou sédiments lacustres,
ou d'autres encore, pour essayer de reconstituer des séries de paléotempératures. Et ensuite, bien évidemment, il faut essayer de compiler, de les comparer et de les moyenner pour obtenir une série temporelle des changements de température sur tout l'Holocène à l'échelle mondiale, à l'échelle globale. Un petit peu comme on peut le faire avec les changements de température pour le dernier siècle. Donc, alors, pour les archives paléoclimatiques, elles sont réparties de façon un petit peu aléatoire, là où il y a effectivement des archives qui sont susceptibles de nous apporter de l'information. Un article important sur ce sujet est venu en 2013 par une équipe américaine qui a compilé en fait une centaine, pratiquement, enfin un peu plus de 70 séries de paléotempératures pour l'Holocène, localisées à différentes latitudes dans différentes contrées, à la fois sur les continents et dans les océans. Ici, vous avez récapitulé cette carte. Et à partir de ces... Il faut imaginer que chaque point correspond à une série temporelle mesurée sur certaines archives, et à partir de ces différentes séries, il a été possible à ces chercheurs de reconstituer une courbe d'anomalie thermique à l'échelle mondiale pour l'Holocène, qui est résumée sur ce diagramme très simple qui montre essentiellement le fait que les changements de température pendant la période Holocène, donc pratiquement depuis 12 000 ans, 11 500 ans avant le présent, jusqu'à la période actuelle, sont en fait assez limités. Quand on regarde l'échelle de température ici, on voit qu'elle varie entre -1 et plus 1 degré à peine. Donc ici, les fluctuations de température ne sont pas très importantes. Mais l'autre caractéristique de cette courbe moyennée à l'échelle mondiale est de présenter un optimum Holocène, donc une température supérieure à la température actuelle, pendant la période entre 10 000 et 5 000 ans avant le présent, pour ensuite chuter pendant les derniers milliers d'années, jusqu'à atteindre un minimum qui correspond à ce que classiquement on appelle le petit âge glaciaire, nous en avions parlé dans des précédents cours, pour ensuite se terminer, évidemment, avec la montée de température que l'on observe depuis un siècle, qui dépasse à l'heure actuelle, en moyenne à l'échelle mondiale, l'optimum Holocène, qui était effectivement une période plus chaude pendant plusieurs milliers d'années. Alors cette compilation, encore une fois, on ne peut pas se contenter de regarder uniquement une courbe de température moyenne à l'échelle mondiale. Il faut aussi essayer de la comprendre un petit peu dans le détail en essayant notamment de regarder la répartition par bande de latitude pour essayer de comprendre justement cet optimum Holocène qui est bien caractéristique de la courbe moyennée à l'échelle mondiale. C'est ce qui a été fait par les auteurs qui ont regardé notamment disséquer un petit peu ce signal en regardant ce qui se passe notamment pour les hautes latitudes de l'hémisphère nord, pour les basses latitudes, pour les latitudes situées plus au sud, et essentiellement le message est que cet optimum Holocène, il est essentiellement lié aux latitudes hautes et moyennes de l'hémisphère nord, on ne le rencontre pas plus bas en latitude. Une autre caractéristique qui a été regardée par les chercheurs, qu'il est possible de disséquer dans le signal de cette compilation, est de considérer la comparaison entre les données, les séries temporelles obtenues pour les océans, dans des carottes marines par exemple, des carottes de sédiments marins, ou sur les continents. C'est ce qui a été réalisé sur ce diagramme pour essentiellement pouvoir comparer les changements de température en domaine océanique et en domaine continental. La courbe marron représente la moyenne à l'échelle mondiale des données introduites dans ces calculs pour les continents. La courbe bleue sombre sur ce diagramme que je vous montre ici représente les données océaniques. Et globalement, lorsqu'on regarde ces diagrammes, on ne perçoit pas de différence, ce qui est assez étonnant, entre les fluctuations de température continentale et océanique. On s'attendrait finalement à avoir souvent une amplification sur les continents, mais ce n'est pas le cas dans cette compilation. Alors, il s'agissait d'un travail publié en 2013. Depuis, les données ont évolué. Il y a en fait beaucoup de groupes de par le monde qui travaillent justement sur ces archives paléoclimatiques de l'Holocène. Et encore plus récemment, l'année dernière,
Il y a de nombreux chercheurs utilisent des données provenant de la littérature, notamment, par exemple, celles que nous produisons dans mon laboratoire qui est à Aix-en-Provence, au CEREJ, mais bien évidemment, il y a une énorme quantité en fait, de données disponibles sur cette thématique. Un groupe en fait, a compilé, le groupe de Kaufman, a compilé récemment pratiquement 10 fois plus finalement de séries temporelles pour l'Holocène que ce qu'avait fait Marcotte en résumant en fait, la localisation sur cette cartographie où vous voyez les différents points qui signalent les différentes archives qui ont été utilisées à partir des données disponibles dans la littérature. Donc on voit que la disposition, la représentativité régionale n'est pas forcément parfaite, mais c'est vraiment une étape supplémentaire pour essayer de mieux comprendre et mieux quantifier ces changements à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale. Alors, encore une fois, quelques détails sur cette nouvelle étude par Kaufman et al. Ici, vous avez un diagramme qui résume la couverture temporelle, c'est-à-dire le fait ou non que les données permettent de reconstituer toute la période de l'Holocène, et un classement des différentes séries temporelles en fonction de leur type d'indicateur, parce que dans ces différentes archives, carottes de glace, carottes de sédiments marins ou carottes de sédiments lacustres, on ne peut pas reconstituer les paléotempératures avec les mêmes marqueurs. Par exemple, dans les carottes de glace, on va mesurer la composition isotopique ou certains gaz directement dans les bulles d'air, ce qui n'est pas possible dans des sédiments marins, par exemple. Donc chaque archive va être caractérisée par des indicateurs de paléotempérature qui peuvent être fondés soit sur des outils géochimiques, de géochimie isotopique, géochimie inorganique ou géochimie organique. Et d'autre part, il est possible aussi d'utiliser les faunes et flores des microfossiles, en fait, des indicateurs micropaléontologiques pour reconstituer des paléotempératures. Donc c'est effectivement ce qui a été réalisé par les différents auteurs et donc compilé dans cet nouvel effort de compilation par Kaufman, où nous voyons bien essentiellement que la compilation va être dominée par un certain type d'enregistrement qui sont les variations des pollens, essentiellement dans les sédiments lacustres continentaux. Alors, juste un exemple particulier, il y a comme je viens de vous le montrer, il y a pratiquement 700, maintenant 1 millier de séries temporelles. Certaines sont issues de laboratoires européens, notamment aussi venant de notre laboratoire. Ici, juste à titre d'exemple, je vous montre un exemple de cette série temporelle qui a été reconstituée pour le lac de Saint-Front en Auvergne. Alors ici, l'échelle de temps varie de droite à gauche. Le temps présent est à gauche, le début de l'Holocène est ici. Ce qu'il faut imaginer, c'est que dans ces sédiments, nous avons pu reconstituer, à partir à la fois des données de pollen, de comptage des différentes espèces, des différents taxons de la végétation de l'époque, observés dans ces sédiments, et en plus de ça, il a été possible d'utiliser un thermomètre qui est basé sur certains marqueurs moléculaires bactériens. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais essentiellement, un des messages, c'est que l'on retrouve effectivement une période un peu plus chaude au début de l'Holocène. Donc, toutes ces données sont quelquefois compliquées lorsqu'on regarde les détails, mais il s'agit effectivement, au premier ordre, de faire des compilations à l'échelle mondiale, et c'est ce qui a été fait effectivement par le groupe de Kaufman. Donc les courbes peuvent être résumées finalement de façon assez simple, en utilisant des méthodes statistiques pour moyenner ces différents enregistrements localisés. C'est ce qui a été fait par ce groupe. Et ce qui est représenté sur ce nouveau diagramme, c'est la comparaison directe entre la moyenne de cette température, de cette anomalie de température. Là, il s'agit d'une anomalie de température exprimée en degrés Celsius. Donc on voit que les fluctuations ne sont pas très importantes. Ici, on varie de 0 à 1 degré et jusqu'à moins 1 degré. Donc on retrouve finalement ce que l'on avait vu avec le travail de compilation
de Marcotte en 2013. Donc la courbe verte correspond à ce nouvel effort de compilation. Et en comparaison avec l'enregistrement de Marcotte, eh bien, on retrouve finalement les mêmes caractéristiques, notamment le fait que la courbe se caractérise à l'échelle mondiale par un optimum climatique, alors qu'il n'a pas exactement la même forme. Là, on a l'impression que c'est vraiment centré vers 6000 ans avant l'actuel. La courbe de Marcotte étant représentée ici en bleu. La courbe rouge, la courbe violette, en fait, correspond à une autre compilation à laquelle nous avions contribué aussi au laboratoire à Aix, par Chakoun et al. Donc, toutes ces compilations, finalement, confirment le fait que la température au début de l'Holocène était plus importante que pour la période actuelle, enfin, la période actuelle précédant l'ère industrielle, avec une température minimale au niveau du petit âge glaciaire. On peut, alors pour essayer de vraiment comprendre et d'aller dans les détails, il est intéressant aussi de considérer les différents types d'indicateurs. Alors avec pratiquement un millier de séries temporelles, il est possible finalement de les grouper et de ne retenir par exemple que celles qui ont été établies avec les pollens ou avec d'autres types d'indicateurs. C'est ce qui est représenté, alors toujours tiré de cette compilation par Kaufmann qui date de l'année dernière, vous sont représentés sur ces diagrammes en fait les compilations, les changements de la température, normalisés ici, en fonction du temps, depuis le début de l'Holocène jusqu'à la période actuelle, avec une courbe qui ne serait tributaire que des pollens, pour ce diagramme situé en bas à gauche. Ici, des indicateurs micropaléontologiques qui sont fondés sur des diptères, sur des restes de diptères, les chironomides, qui permettent, en fait, les différentes espèces étudiées dans les sédiments, permettent de reconstituer des paléotempératures. Ce sont des insectes qui sont très sensibles au changement de température, et donc il est possible, à partir de pratiquement une centaine d'enregistrements, de reconstituer une fluctuation à l'échelle planétaire de ces variations, et donc on retrouve finalement un optimum climatique qui n'a pas exactement la même forme, pas exactement le même âge, mais globalement on retrouve les mêmes caractéristiques. On peut aussi aller vers les archives océaniques, c'est ce qui est présenté sur la partie droite du diagramme, avec ici exclusivement les données fondées sur un indicateur paléothermométrique géochimique, qui est le rapport magnésium sur calcium que l'on peut mesurer dans les foraminifères, qui sont des restes de zooplancton que l'on trouve de façon très classique dans les sédiments marins. Donc il est possible, en faisant ces mesures de géochimie, de reconstituer des paléotempératures, et encore une fois, on retrouve un optimum climatique à partir de la moyenne de toutes ces séries temporelles, pratiquement une petite centaine ici. Il est possible aussi d'utiliser d'autres indicateurs, notamment ce que l'on appelle les alkénones, ou alcénones en français, qui sont des biomarqueurs, des molécules qui sont synthétisées par le phytoplancton, en particulier les coccolithophoridés, et qui ajustent leur rapport moléculaire à la température ambiante. Et donc il est possible, en faisant ces mesures de géochimie organique, eh bien, de reconstituer des paléotempératures, avec pas loin d'une centaine aussi de séries temporelles réparties dans tous les océans, pour finalement converger toujours vers une courbe de paléotempérature présentant un maximum pour la période du début de l'Holocène, on va dire entre 10 000 et 5 000 ans avant le présent. Donc toutes ces données, alors on peut regarder un peu les détails, voir qu'il y a des différences, c'est vrai, mais globalement, le fait qu'il y ait un optimum n'est pas lié uniquement à un indicateur paléoclimatique qui serait biaisé, mais globalement, lorsqu'on regarde tous ces indicateurs, ils présentent tous la même caractéristique, la même forme générale avec cet optimum. Il est aussi utile d'aller regarder en fonction des latitudes, c'est ce qui a été réalisé d'une part par Marcotte, et donc là, le même exercice a été réalisé par le groupe de Kaufmann, qui est allé regarder la répartition par bande de latitude. Alors ici, 60, 90 nord, etc., sous les tropiques, jusqu'à la frange sud qui est avec aussi une séparation entre les changements des paléotempératures pour ces bandes de latitude sur le continent et en domaine marin. Alors les courbes marron représentent les moyennes pour les données terrestres,
Les données marines sont représentées ici en vert. Donc ce qu'il faut voir, c'est que globalement, on a finalement à peu près le même message que ce que on avait vu avec la compilation de Marcotte, une compatibilité entre l'optimum vu dans ces données terrestres et ces données marines. Alors par contre, ce que l'on commence à percevoir ici, c'est effectivement peut-être une différence pour les bandes de latitude situées vers les basses latitudes, ici entre 30 et 30 nord. Ces deux diagrammes montrent en fait que les changements de température apparemment sur le continent seraient un peu supérieurs à ce qu'ils sont dans l'océan. Là, on perçoit effectivement une petite différence, mais globalement, on a toujours un peu le même message en fonction des différentes latitudes. On retrouve cet optimum. Alors, un autre exercice a été aussi réalisé dans le cadre de cette compilation. Je ne vais bien évidemment pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs types de techniques statistiques, d'outils statistiques qui permettent de faire une compilation à l'échelle mondiale, de faire des moyennes à l'échelle mondiale pour essayer d'une part de tenir compte du fait que la répartition spatiale n'est pas parfaite, mais en plus tenir compte aussi des calibrations des différents indicateurs en termes de température. Donc il y a plusieurs techniques qui, au final, peuvent être utilisées. Donc elles ont chacune un acronyme ici. C'est une compilation, encore une fois, avec les mêmes données, avec le même jeu de données de pratiquement un millier de séries temporelles. Il est possible d'utiliser les mêmes données avec des techniques statistiques différentes pour comparer finalement les courbes compilées à l'échelle mondiale. Donc globalement, toutes les courbes se ressemblent, présentant un optimum. Alors l'amplitude de cet optimum de l'Holocène varie suivant les techniques de compilation, mais aucune ne trouve notamment de température pour la période entre 10 000 et 5 000 ans avant le présent, qui serait plus faible que la période actuelle. Donc on a effectivement présence à chaque fois de cet optimum climatique. Alors voici, c'était une vue un petit peu exhaustive, relativement récente de ces jeux de données qui peuvent être compilés à l'échelle de la planète. Il est aussi utile, pour essayer de mieux comprendre ce climat de l'Holocène, de considérer ce que nous apportent les modèles climatiques. Alors les modèles climatiques, ce sont des outils mathématiques qui représentent de façon spatialisée et temporelle le climat de la Terre, non seulement l'atmosphère, mais aussi les calottes de glace, les continents avec la végétation, l'océan. Ces différents compartiments du système climatique sont en interaction permanente dans le calcul. Et en plus, avec ces modèles, il est possible de modifier les conditions limites, ce que l'on appelle les forçages climatiques, qui vont influer sur la variabilité. Pour étudier la variabilité de l'Holocène, le problème se résume un petit peu à essayer de reconstituer les différents forçages qui ont prévalu pendant toute cette période. Alors les forçages, ça peut être des variations des gaz à effet de serre, ça peut être des variations de l'irradiance solaire, du volcanisme, qui sont des forçages externes au système climatique et qui doivent être introduits dans le calcul de modélisation pour ensuite étudier des fluctuations simulées du climat holocène. Alors, il est donc intéressant d'aller reconstituer des fluctuations, un peu comme les fluctuations de température peuvent être reconstituées à partir d'archives, des archives comme les carottes de glace, les carottes de sédiments marins, les carottes de sédiments lacustres et d'autres encore. Et bien de même, il est possible aussi d'aller rechercher dans certaines archives géologiques au sens très large du terme, des informations sur ces différents forçages. Notamment, il est possible de remonter aux forçages du passé les gaz à effet de serre à partir de mesures réalisées dans les carottes de glace, un petit peu similaires à celle que ce que je vous ai montré tout à fait au départ, la carotte du sommet du Groenland. Il est possible en fait de reconstituer les teneurs de certains gaz à effet de serre, notamment en étudiant les teneurs de pression partielle de ces différents gaz dans les bulles de gaz, les bulles d'air qui sont occluses dans ces carottes de glace. Donc ici, juste deux photos qui vous présentent un échantillon avec des petites bulles. Cet échantillon est tenu entre les doigts
d'un collègue glaciologue, et d'autre part une photo d'une coupe de carottes de glace qui montre bien les fameuses bulles d'air qui peuvent être analysées chimiquement pour reconstituer des séries temporelles des variations des gaz à effet de serre pendant l'Holocène. Donc pour résumer, voici une compilation des gaz à effet de serre, des principaux gaz à effet de serre qui vont pouvoir être introduits dans les calculs de forçage climatique dans la modélisation, qui sont essentiellement le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote. Ces fluctuations, il faut imaginer qu'elles ont été reconstituées notamment pour le CO2 à partir des mesures dans les carottes de glace de l'Antarctique. Et ce que l'on voit, c'est que pour la période Holocène, ici, de pratiquement 11 000 ans jusqu'à l'actuel, ici, on voit des fluctuations, mais ces fluctuations en termes d'amplitude sont relativement faibles. Ici, entre le début de l'Holocène et la fin de l'Holocène, on voit effectivement une tendance à l'augmentation, mais cette augmentation de P de CO2, elle est limitée à une vingtaine de ppm que l'on peut comparer notamment avec l'augmentation très marquée que nous faisons subir à la Terre depuis un siècle. Ici, la teneur actuelle est de plus de 400 ppm, donc elle ne serait pas représentée, elle serait bien au-delà de notre diagramme. En d'autres termes, si on représentait la P de CO2 actuelle de un peu plus de 400 ppm à l'échelle mondiale, eh bien, la fluctuation holocène ne serait à peine visible, parce qu'il ne s'agit que d'une vingtaine de ppm, mais encore une fois, elle est très caractéristique, bien caractérisée depuis quelques années. L'autre gaz à effet de serre important, qui est le méthane, présente en fait des fluctuations aussi pendant la période holocène, notamment avec une diminution qui est suivie ensuite, à partir de 5000 ans avant le présent, d'une augmentation. On voit en particulier ici, ce qui est intéressant, une petite différence entre les données obtenues pour le Groenland et les données pour l'Antarctique, qui signalent le fait qu'il y a un gradient interhémisphérique de la teneur en méthane, mais encore une fois, qui est lié au fait que les sources de méthane sont essentiellement localisées sur les continents, et ces continents sont essentiellement dans l'hémisphère nord, donc on s'attend effectivement à avoir en permanence un petit gradient interhémisphérique, mais globalement on voit la même tendance de diminution, puis ensuite de recroissance de cette teneur en méthane de l'Antarctique. Alors, je ne vais pas revenir à ce sujet, mais nous avions, dans un précédent cours, abordé la théorie qui a été proposée, l'hypothèse en fait qui a été proposée par Bill Rudiman, un chercheur, un collègue américain, qui a émis l'hypothèse en fait que l'augmentation pendant la deuxième partie de l'Holocène de la pression partielle de CO2 ainsi que l'augmentation à partir de 5000 ans de la teneur en méthane serait déjà liée à une influence de l'homme en fait sur le climat, c'est-à-dire sur le cycle du carbone, en particulier le CO2, essentiellement, et que ces changements seraient essentiellement liés à la déforestation induite par les premiers défricheurs néolithiques. Et l'augmentation de méthane serait liée en particulier au développement de la riziculture en Asie et à l'augmentation de l'élevage. Donc une théorie qui est encore débattue, mais globalement, à l'heure actuelle, il y a finalement un consensus sur le fait que l'homme, très probablement, a eu déjà une influence en fait sur les gaz à effet de serre. Ce diagramme en fait résume un petit peu ce que nous avions vu dans un précédent cours, mais le fait que quand on compare la teneur par exemple en CO2 au cours du temps depuis un peu plus de 10 000 ans, donc depuis le début de l'Holocène jusqu'à l'actuel, sans représenter l'augmentation industrielle, eh bien, quand on compare cette évolution de cette teneur Holocène, elle est très différente de l'évolution pendant les autres interglaciaires. Nous y reviendrons, l'Holocène est une période interglaciaire importante, mais elle n'est que les périodes glaciaires étant cycliques, eh bien, les périodes interglaciaires le sont aussi, et donc il est possible de comparer les teneurs pendant l'Holocène avec les teneurs des autres interglaciaires, et pratiquement tous les autres interglaciaires présentent une teneur en CO2 qui décroît, alors que la teneur Holocène commence à décroître et puis ensuite recroît à partir de 7000 ans. Et donc l'hypothèse en fait, de Rudiman nous dit que très probablement une partie au moins de cette augmentation est liée déjà à l'influence de l'homme.
Donc ça, c'est encore une fois une hypothèse encore, mais qui est validée par certaines données. Ici, un résumé un peu récent sur cette hypothèse, avec qui fait intervenir, à partir de 7000 ans avant le présent, une émission à cause de la déforestation anthropique des premiers défricheurs néolithiques d'à peu près plus de 300 gigatonnes de carbone, qui a induit une rétroaction climatique qui aurait en fait amplifié ce phénomène, un dégazage important aussi, et le tout étant contrebalancé par aussi des phénomènes naturels, notamment la formation des tourbières qui sont prépondérantes pendant l'Holocène. Il y a une grande partie des tourbières, ici juste une photo de tourbières en Écosse, qui sont exploitées, qui ont été exploitées par l'homme tardivement, comme pour se chauffer. Et donc il faut tenir compte, en fait, pour faire les bilans en fait, de gaz carbonique sur cette période, il faut tenir compte finalement des bilans anthropiques et des bilans naturels. Donc globalement, l'hypothèse à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu plus de 300 gigatonnes de carbone injectées sous forme de CO2 à cause de cette déforestation humaine, qui ont été partiellement contrebalancées, compensées par un puits naturel lié à la formation des tourbières. Et au final, c'est ce qui expliquerait, il n'y a pas de compensation exacte, et la différence entre les deux aurait généré cette augmentation de l'ordre de 20 ppm que l'on voit, qui est tout à fait caractéristique de la période Holocène à partir de 7000 ans avant le présent. Alors, cette théorie de Bill Riemann, nous l'avions vue, donc je ne vais pas revenir dans ces détails, et au final, pour le climat de la Terre, pour les aspects de modélisation qui nous intéressent, peu importe, que le CO2 vienne naturellement ou soit induit par une activité précoce humaine, ce gaz carbonique est un gaz à effet de serre et c'est des choses que l'on peut quantifier directement, convertir en fait les fluctuations de la teneur en gaz carbonique en termes de forçage radiatif de la Terre. C'est ce qui est fait ici. Ici, vous retrouvez un diagramme qui est assez compliqué, qui vous présente finalement la compilation des différents forçages depuis 10 000 ans avant le présent, c'est-à-dire essentiellement depuis le début de l'Holocène, les différents forçages qui vont pouvoir être introduits comme forçage, comme condition limite des modèles numériques, donc notamment le gaz carbonique, avec cette augmentation du forçage, exprimée ici en watts par mètre carré, qui correspond à l'augmentation à partir de 7000 ans de la teneur en gaz carbonique, de l'ordre d'une vingtaine de ppm, et l'on retrouve tout à fait à la fin cette augmentation industrielle qui est beaucoup plus importante. Alors il y a d'autres forçages à l'échelle mondiale, notamment des fluctuations de l'irradiance solaire, de l'éclairement du Soleil, de l'irradiance solaire totale, que l'on peut reconstituer à partir de certains éléments, de certains isotopes que l'on mesure dans différentes archives. Ça peut être des anneaux d'arbres, ou ça peut être encore une fois des carottes de glace. C'est ce que l'on appelle des isotopes cosmogéniques, en particulier le beryllium 10 et le carbone 14, peuvent être mesurés et nous servent à reconstituer les fluctuations, souvent à haute fréquence, de l'irradiance solaire totale, exprimée encore une fois en watts par mètre carré, et ce forçage solaire a une influence à l'échelle mondiale. Un autre forçage qui est important, qui a aussi une influence quasi mondiale, ce sont les grandes éruptions volcaniques qui émettent du SO2 et qui forment des particules jusque dans la stratosphère, les éruptions catastrophiques, et à partir des mesures de sulfate dans les carottes de glace, il est possible de reconstituer dans le temps les fluctuations de ce volcanisme qui a un impact sur le climat. Alors, c'est des impacts qui peuvent être relativement brefs, mais s'il y a beaucoup d'éruptions, des éruptions fréquentes et très importantes, eh bien, ces éruptions auront une influence, en particulier essentiellement à un refroidissement. Alors ici, le diagramme n'était pas complet en 2011. Il y a eu effectivement plus de données. Et donc là, maintenant, cela permettrait en fait de compléter le diagramme qui permet effectivement d'introduire le forçage volcanique jusqu'au début de l'Holocène. Et un autre
dernier forçage climatique qui est absolument fondamental pour bien comprendre la période Holocène, est le forçage qui est lié aux fluctuations en fait, lentes et cycliques de l'orbite terrestre, de sa géométrie, avec des grandes fluctuations dans le cadre de la théorie astronomique des paléoclimats. Il est connu et bien calculé par les astronomes que les caractéristiques de l'orbite terrestre, notamment l'obliquité de la Terre, l'excentricité de l'orbite autour du Soleil et la précession des équinoxes, ont varié avec une cyclicité qui est relativement bien établie et qui nous permettent de reconstituer des changements de l'insolation saisonnière à différentes latitudes. Alors, on pourrait représenter des centaines de courbes, mais pour faire simple, ce qui est caractéristique de la période Holocène, eh bien, c'est une lente diminution depuis le début de l'Holocène de l'insolation saisonnière, en particulier estivale, depuis le début de l'Holocène, avec une lente diminution, mais qui est très importante lorsqu'on l'exprime en watts par mètre carré. Et donc ici, à 65 nord et à 15 nord, vous avez deux courbes qui correspondent à juillet et qui montrent cette lente diminution pendant tout l'Holocène. Et corrélativement, il y a une augmentation dans l'hémisphère sud qui est complètement liée à la géométrie de l'orbite. Donc ce sont des forçages qui sont bien calculés et qui vont être introduits à toutes les latitudes pour toutes les saisons dans les modélisations. Et à partir de ces différentes séries temporelles, il est possible de reconstituer le climat de la Terre, soit de façon évolutive avec les modèles numériques, ou bien d'essayer de faire des cartographies pour certaines périodes, en particulier une période qui est classiquement utilisée pour comparer les résultats de modèles, et la période du milieu de l'Holocène, il y a 6000 ans avant le présent. Donc vous voyez, c'est ce qui est fait par de nombreux groupes de modélisation. Donc, au même titre que les paléoclimatologues qui reconstituent des séries de paléotempératures à partir des observations, les modélisateurs font aussi les mêmes calculs à partir des mêmes conditions aux limites, les mêmes forçages climatiques, et vont ensuite pouvoir comparer les fluctuations de la température ou d'autres paramètres climatiques et vont comparer aussi la cartographie spatiale de ces fluctuations de température pour certaines périodes, en particulier pour la période d'il y a 6000 ans avant le présent. Donc c'est ce qui est fait dans le cadre de façon similaire aux paléoclimatologues qui sont focalisés sur les observations. Eh bien, il y a des groupes de modélisateurs qui vont compiler ces différentes modélisations, soit pour des périodes particulières, soit pour des évolutions sur des périodes de temps longues. Et en particulier, il y a un groupe qui s'appelle le groupe PEMIP, qui est chargé en fait, de faire ces comparaisons, de distribuer les forçages utilisés par les modélisateurs pour ces modèles qui comprennent, encore une fois, océan, atmosphère, calotte de glace, etc., et qui vont pouvoir être utilisés pour ces calculs. Et ensuite, on peut faire des comparaisons et des compilations de moyennes à l'échelle mondiale de ces fluctuations de la température en particulier. Ce qui est important aussi, c'est que ces modèles, ce sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour faire des projections vers le futur, notamment en raison des émissions de gaz à effet de serre anthropiques liées à nos émissions, en particulier de fuels fossiles. Donc c'est important. En fait, le climat de l'Holocène, même si on peut considérer que c'est de la géologie et qu'on regarde un climat ancien d'il y a 6000 ans ou 10 000 ans avant le présent, c'est quand même très important parce que c'est effectivement, c'est pour ça qu'il y a controverse à l'heure actuelle, comme je vais vous le montrer, mais c'est très important que les mêmes modèles, les modèles qui sont utilisés pour les projections, soient capables de rendre compte en fait des fluctuations qui sont observées. Alors voici, donc là il s'agit tiré d'un travail qui est déjà un peu ancien, mais qui montre en fait une des premières compilations PEMIP, PEMIP2, qui représente en fait la moyenne des calculs de paléotempérature pour 6000 ans avant le présent, obtenus pour une quinzaine de modèles pour la température estivale. Et cette température estivale, comme on peut le pressentir, elle va être très tributaire, notamment à haute latitude, aux latitudes de l'hémisphère nord, à cette grande fluctuation de l'insolation orbitale. Donc on retrouve essentiellement
des changements de température positive. Ici, il s'agit d'anomalies de température, plus froides ou plus chaudes que l'actuelle, et globalement, on retrouve que tout l'hémisphère nord est, alors, pour l'été, plus chaud, et ceci est complètement lié à la fluctuation orbitale. Alors, il est utile, à chaque fois que je mets cette petite représentation de modèle numérique, c'est que les courbes qui sont montrées ou les cartographies sont issues de modèles. Il est utile de regarder, de considérer un modèle ou des modèles particuliers pour des travaux précis. Ici, il s'agit d'un travail qui date de plus de 10 ans, qui est issu d'un groupe hollandais qui a regardé l'évolution de la température depuis le presque début de l'Holocène, 9000 ans avant le présent, jusqu'à l'actuel, en introduisant, c'est ça qui est pratique avec les modèles, c'est qu'on peut introduire les forçages un par un, les gaz à effet de serre seulement, les fluctuations de l'orbite terrestre, les fluctuations aussi, la présence ou l'absence des calottes de glace résiduelles, parce qu'il est important aussi de mettre cela comme condition aux limites. Et on peut ensuite étudier l'influence de ces différents forçages au cours du temps, leur influence climatique au cours du temps. C'est ce qui a été fait pour cette étude en particulier, qui représente, avec un modèle tridimensionnel, l'influence pour les températures d'été, ici pour température de juillet, de l'introduction des différents forçages. Donc on voit que si on n'introduit que les gaz à effet de serre, en particulier la fameuse petite augmentation de l'ordre de 20 ppm de gaz carbonique, on voit que les fluctuations de température sont très minimes. Il y a une augmentation continue en moyenne. Ici, il s'agit en fait d'un calcul qui est à la fois pour l'été, mais aussi pour la zone de haute latitude, pour la zone nordique. Donc on s'attend effectivement, et c'est effectivement ce que l'on voit, c'est une très grande influence des changements de l'orbite terrestre, en particulier de l'insolation estivale, qui décroît pendant tout l'Holocène. Donc lorsque l'on introduit uniquement ces fluctuations de l'insolation orbitale, eh bien, on retrouve la courbe verte. Lorsqu'on la superpose avec les changements de la P de CO2, du gaz carbonique, des gaz à effet de serre, ça a tendance à diminuer un petit peu, mais on retrouve uniquement cette longue tendance pendant l'Holocène dans le calcul. Mais par contre, dès que l'on introduit la présence des glaces résiduelles qui n'avaient pas disparu totalement au début de l'Holocène, eh bien, on voit que les changements de température ne sont plus les mêmes pour cette zone nordique. On a un changement de température qui est très important au début de l'Holocène, qui correspond à la présence à haute latitude, à la fois sur le Canada et en Scandinavie, d'énormes calottes de glace résiduelles qui ont une influence. Alors cette influence, on peut l'étudier comme ça au cours du temps. On voit très nettement une différence avec lorsque l'on introduit tous les forçages dans le calcul, ce qui correspond à la courbe orange. Dans ce cas-là, on a tous les forçages, gaz à effet de serre, orbite terrestre, présence de glace et glace qui peut fondre. Dans ce cas-là, on voit que le calcul présente une diminution de température au début de l'Holocène, une croissance, et ensuite, seulement pour la partie à partir de 6000 ans, une diminution qui est compatible avec cet effet de l'insolation prépondérant à haute latitude. Alors, il est intéressant de regarder à partir de ces mêmes calculs qui sont disponibles et qui permettent en fait de cartographier les changements. Il est utile en fait de faire par exemple des différences, de regarder les contrastes de température, les anomalies de température dans ce calcul entre la période d'il y a 9000 ans et la période actuelle, en introduisant certains forçages. C'est ce qui a été fait sur ces diagrammes qui comparent dans la partie gauche l'hémisphère nord, alors ici avec l'Amérique, l'Europe est ici, la Sibérie est là, donc on est centré sur le pôle Nord. Ce qui est représenté ici, la première carte, représente la spatialisation des changements de température uniquement liés aux deux forçages liés à l'orbite terrestre, à l'insolation variable et aux gaz à effet de serre. Donc on retrouve un changement de température important, notamment sur les continents.
Mais on n'a pas de température négative. Par contre, dès que l'on introduit, et c'est ce qui est indiqué sur la partie droite de ce diagramme, dès que l'on introduit dans le calcul les conditions limites qui correspondent aux glaces résiduelles, notamment les glaces résiduelles de la calotte laurentide sur le Canada et, bon, dans une moindre mesure, les glaces résiduelles du nord de l'Europe, eh bien, on retrouve des températures qui vont être très basses au niveau de cette zone, mais elles vont aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'elles ont une influence, ces calottes de glace et leur fonte, et la dynamique qui va avec, a une influence sur tout l'Atlantique Nord, où on a des températures qui vont être négatives, et c'est en fait cela que l'on retrouve lorsqu'on fait les moyennes évolutives dans le temps à l'échelle hémisphérique. Donc il est important, avec ces modèles, on peut à la fois tout faire, on peut regarder forçage par forçage, on peut cartographier les changements, on peut regarder les évolutions temporelles et on peut les moyenner avec différents modèles pour essayer d'une part de comparer, de voir s'ils sont cohérents, si les changements sont robustes. Et il est important de le faire puisque en fait, ces mêmes modèles vont être utilisés aussi pour les projections futures. Alors la controverse à l'heure actuelle, elle est liée au fait que lorsque l'on... Pour l'instant, je ne vous ai montré que des changements pendant l'été, avec une influence très importante de cette insolation, ce maximum d'insolation au début de l'Holocène qui est très marqué dans l'hémisphère nord, en particulier pour les hautes latitudes. Mais par contre, lorsqu'on tient compte en fait, des changements de température à l'échelle de la planète, lorsqu'on fait des moyennes à l'échelle de la planète, eh bien, les modèles apparemment ne simule pas l'optimum Holocène. Alors c'est ce qui est résumé en fait et qui a été très bien exprimé dans un article publié en 2014 par un groupe de modélisation américain qui a comparé la compilation de Marcotte, qui présentait, comme je vous l'avais signalé au départ, pour la période Holocène, ici c'est un diagramme qui démarre il y a à peu près 22 000 ans avant le présent, donc on est en pleine période glaciaire. La période Holocène, elle correspond à la partie droite du diagramme à partir de 11 500 ans avant le présent, donc c'est les pointillés qui sont ici. Et donc, on retrouve, alors sur ce diagramme qui exprime des anomalies de température, on voit que les données présentent ce maximum de température Holocène, cet optimum Holocène, alors que les moyennes obtenues avec, dans ce cas-là, trois modèles différents ont été utilisés par ce groupe de modélisation. Lorsqu'ils ont fait les moyennes de ces trois modèles, eh bien, la courbe de température à la fois post-glaciaire et du début de l'Holocène ne présente pas d'optimum Holocène. On en est très loin. En fait, pratiquement, l'Holocène est caractérisé par une lente et progressive augmentation de la température du début jusqu'à la fin, sans présenter de température au-dessus de la température actuelle. Donc un gros problème. Alors, une des critiques que l'on peut faire à ces données, aux données de paléoclimatiques, on l'a vu, je vous ai montré des cartographies de la localisation, c'est que la localisation de ces séries temporelles qui servent à faire des moyennes à l'échelle mondiale, elle n'est pas parfaite, elle est ce qu'elle est, elle est très liée à la présence ou à l'absence d'archives à haute résolution, et donc il y a un problème de sous-représentation dans certaines zones géographiques, et donc il y a peut-être, c'est un problème, un biais, il y a certainement un biais qui est lié au défaut de spatialisation, de couverture spatiale de ces données paléoclimatiques. Alors, fort heureusement, avec les modèles, c'est quelque chose que l'on peut simuler. C'est-à-dire que le modèle, il peut être biaisé, mais par contre, la moyenne que l'on va établir à l'échelle mondiale des fluctuations de température, elle est exacte, parce qu'il y a un calcul qui est spatialisé de façon parfaite. Et donc, on peut effectivement retranscrire la moyenne du changement de température à l'échelle mondiale, ou régionale, ou saisonnier, mais on peut le faire de façon parfaite dans le calcul. Ce qu'on peut faire aussi avec le modèle, c'est d'essayer de reproduire la spatialisation imparfaite des données paléoclimatiques en ne prenant dans le calcul de moyenne que les données, que les simulations correspondant aux zones où il y a de l'information paléoclimatique, donc en simulant justement cette sous-représentation dans certaines zones. C'est ce qui a été fait par les chercheurs. La courbe verte ici représente
le même calcul, mais en ne tenant compte que des zones géographiques où il y a de l'information paléoclimatique. Donc on s'attend finalement à avoir une sous-représentation et donc à une diminution de l'amplitude des changements. C'est effectivement ce que l'on peut voir lorsqu'on va sous-échantillonner spatialement. Eh bien, on s'attend à avoir moins de changements de température. C'est effectivement le cas, mais il est très clair, c'est ça l'argument des auteurs, c'est que ça ne permet absolument pas d'expliquer la différence avec les données, même si l'on tient compte de cette spatialisation imparfaite, représentée ici par la courbe verte, on ne peut pas retrouver apparemment l'optimum holocène. Alors donc un gros problème, et donc soit les données sont biaisées, soit les modèles sont biaisés, ou soit on a un problème avec les deux types de reconstitution. Donc il est utile d'aller regarder un petit peu dans les détails. Notamment, on peut essayer de comparer un peu plus finement les modèles et de faire un petit peu comme ce que je vous ai montré auparavant, de regarder la réponse de ces différents modèles aux différents forçages climatiques, gaz à effet de serre, changement de l'orbite terrestre, etc., etc. C'est ce qui a été fait justement par ces auteurs et qui est résumé finalement dans ce panneau, dans cette planche, avec trois diagrammes qui correspondent finalement aux trois modèles qui ont chacun leur petit nom des fluctuations en fait qui sont liées à tous les forçages qui est représenté sous la forme de la courbe en noir en fait qui représente en fait le climat de la Terre, son évolution si l'on prend en compte tous les forçages comme conditions limites. Et encore une fois, il est possible dans le calcul de mettre les ingrédients les uns après les autres, de prendre chaque forçage individuellement et de voir quelle est la réponse de chaque modèle à ces différents forçages. C'est ce qui a été fait. Alors pour le modèle, il y a un modèle américain, deux modèles européens. On voit notamment que les courbes en amplitude totale, les trois courbes noires présentent toutes des anomalies de température entre la période glaciaire et la période actuelle de l'ordre d'un peu plus de 4 degrés. On retrouve à chaque fois cette tendance à la montée de la température pendant l'Holocène. L'amplitude n'est pas forcément la même, mais en moyenne, on retrouve ce problème. Mais par contre, lorsqu'on regarde un petit peu plus dans les détails, on voit par exemple que le premier modèle est beaucoup plus sensible que le deuxième en ce qui concerne la réponse au même forçage par les gaz à effet de serre. Là, il s'agit dans les calculs, ont été introduits exactement les mêmes forçages. On voit que la réponse au forçage orbital n'est pas forcément la même dans le premier modèle et le deuxième modèle. On voit que le deuxième modèle, par exemple, est beaucoup plus sensible, c'est la courbe verte, au forçage qui est lié à la présence des glaces résiduelles, notamment la calotte laurentide. Donc on voit que finalement l'accord entre les différents modèles, il est lié à la combinaison peut-être d'effets qui se compensent, et très clairement, il y a très probablement aussi des biais systématiques qui vont être présents dans ces différents modèles. Alors, depuis cette étude de 2014, il y a beaucoup de groupes de modélisation. Je vous ai parlé tout à l'heure du programme PEMIP, en fait, d'intercomparaison de ces simulations pour l'Holocène. Ce programme PEMIP continue. De nouvelles simulations sont réalisées avec les modèles les plus à jour, les plus modernes, et encore une fois, ceux qui sont utilisés pour les projections climatiques du futur. Ces différents modèles donc permettent en fait de faire des compilations. Ici, il s'agit d'une planche récente, d'un travail récent qui a été réalisé en 2020, donc qui a compilé finalement toutes les informations disponibles dans le cadre du programme PEMIP de sa phase 4. Ce qui est représenté sur cette carte, la partie gauche, eh bien, c'est la moyenne, les changements moyens à l'échelle de la planète, cartographiés à l'échelle de la planète, pour la période d'il y a 6000 ans avant le présent. Et ce que l'on peut voir, eh bien, c'est qu'effectivement, lorsque l'on regarde à l'échelle de la planète, il y a à peu près 6000 ans pour une quinzaine de modèles, une quinzaine de simulations, eh bien, on retrouve effectivement que l'essentiel de la Terre est situé plutôt dans les couleurs bleues, ce qui veut dire qu'on a plutôt un refroidissement qui est très marqué pour la frange intertropicale, notamment en Afrique.
Ce que l'on retrouve aussi, c'est que donc, il n'est pas surprenant de voir d'obtenir un refroidissement, si l'on fait la moyenne à l'échelle mondiale de ces changements de température, mais ce que l'on voit aussi, lorsqu'on regarde un peu les détails, eh bien, c'est qu'il y a une amplification du phénomène d'insolation au niveau de la frange de haute latitude, et on retrouve le contraire, finalement, pour la partie de haute latitude, qui est tout à fait caractéristique pour une moyenne à l'échelle annuelle. Là, il s'agit de moyenne de température, de changement de température à l'échelle annuelle. On retrouve que pour la zone de haute latitude, on a des changements de température qui vont être positifs. Donc même si en moyenne, à l'échelle globale, on est plutôt avec un refroidissement pour 6000 ans avant le présent, il y a certaines zones géographiques, notamment à haute latitude, qui seront caractérisées par un changement positif, une augmentation de température par rapport à l'actuel, donc un optimum climatique si l'on cartographie ça régionalement. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on peut regarder un peu plus dans les détails, on peut voir aussi que l'Europe du Nord, dans ce calcul, présente plutôt des températures positives pour la période d'il y a 6000 ans avant le présent. Mais une des choses aussi qu'il faudrait regarder, alors on pourrait représenter la quinzaine de modèles, la cartographie de la quinzaine de modèles qui ont été utilisés, donc ce serait très difficile à traiter. Il faudrait comparer des représentations sous forme de timbre-poste et de voir s'il y a des divergences ou des convergences entre les différents modèles. Une façon assez pratique de considérer ces divergences entre les modèles ou ces convergences est de calculer la dispersion, c'est ce qui est réalisé sur la partie droite de ce diagramme, qui vous représente en fait l'écart type de ces modélisations, de la quinzaine de modèles qui ont été utilisés pour faire cette cartographie moyenne. Donc ce que l'on retrouve, c'est qu'essentiellement, on a des changements, enfin des écarts types qui sont relativement faibles un peu partout sur la planète, notamment pour les zones qui sont caractérisées par des changements, par des refroidissements. Mais par contre, on retrouve aussi que les zones où ça bouge le plus, en particulier les zones de haute latitude, là où il y a des changements positifs, eh bien, ces changements sont très incertains. On voit que, de façon très caractéristique, l'écart type augmente et est complètement corrélé avec les changements de température. Donc ces changements de température, apparemment, ils sont réels, mais il y a une forte dispersion dans les modélisations. Alors ici, il s'agit d'une modélisation d'une moyenne à l'échelle mondiale pour la température annuelle. Il est aussi important de considérer les contrastes saisonniers, à la fois en moyennant tous les modèles et en les considérant les uns après les autres. C'est ce qui est fait sur cette planche, où toujours pour un calcul pour 6000 ans avant le présent, il a été possible de faire des moyennes à la fois pour l'hiver boréal et pour l'été boréal. Donc on voit en particulier pour l'été boréal eh bien, qu'on retrouve les mêmes caractéristiques que ce que je vous avais montré pour l'exercice de compilation PMIP2. On retrouve très nettement une augmentation de température saisonnière, ici, puisqu'il s'agit de juin, juillet, août. À l'échelle de la planète, on retrouve essentiellement que les zones situées au-delà du tropique nord sont essentiellement caractérisées par un réchauffement, mais il s'agit d'un phénomène saisonnier. À l'échelle mondiale, et lorsqu'on fait la moyenne annuelle, nous avons vu que seule la zone arctique était caractérisée par une augmentation de température, et donc il est compréhensible qu'à l'échelle de la moyenne globale, eh bien, on retrouve un refroidissement, d'où le problème de la comparaison avec les données qui, elles, présentent un réchauffement. Donc les chercheurs, encore une fois, responsables de ces modélisations, en particulier le groupe de Liu qui avait étudié les 3 modèles et publié en 2014, ont essayé de comprendre, et il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été proposées pour essayer d'expliquer la divergence entre les modèles et les données. Une première hypothèse serait que les indicateurs paléoclimatiques, les données, seraient biaisées et qu'en fait, elles ne représenteraient pas de façon fidèle les températures annuelles, les températures de moyenne annuelle, mais qu'elles représentaient plutôt les températures de la saison chaude.
Donc c'est ce qui a été émis comme hypothèse. Encore une fois, l'étude de Liu et al. De 2014, c'est une étude qui a été réalisée par des modélisateurs, donc ils ne reviennent pas sur les données elles-mêmes, mais ils peuvent, avec les modélisations, essayer de simuler ce que serait un biais lié à une saisonnalité beaucoup plus importante des indicateurs paléoclimatiques. Donc c'est ce qui a été fait et qui est représenté sur cette planche directement dans le papier de 2014. Donc vous avez ici pour les différentes zones de latitude, à la fois pour la moyenne globale et pour la zone de haute latitude, les zones de basse latitude et l'hémisphère sud, d'une part les données, la compilation des données de Marcotte et al., on pourrait reprendre celle de Kaufmann, ça ne changerait pas. On a un optimum climatique apparent dans ces moyennes globales. Et par contre, les modèles en moyenne globale annuelle, eux, ne simulent pas d'optimum. On est toujours avec des températures en anomalie qui sont plus faibles que les températures actuelles. Avec les modèles, il est possible de faire une simulation de ce que serait la température si les températures étaient liées uniquement à la saison chaude. C'est ce qui a été réalisé dans le calcul et qui est représenté sous la forme de la courbe rouge, des courbes rouges qui sont représentées sur les différents panneaux et qui montrent qu'en fait, il est possible d'expliquer une partie du biais systématique entre les données et les modèles en incriminant, en faisant l'hypothèse en fait qu'il s'agirait d'un biais lié aux données. Donc, et en particulier, on voit très nettement que le biais, il est, on s'y attend, beaucoup plus marqué pour les latitudes de l'hémisphère nord, entre 30 nord et 90 nord. On voit que cet optimum climatique holocène, qui est très marqué pour cette frange de latitude, eh bien, il pourrait être complètement lié à un biais systématique des indicateurs. On voit aussi que le calcul, ce qui est très logique aussi, n'influe pratiquement pas pour la zone de l'hémisphère sud et un peu moins pour les basses latitudes. Alors ce type de comparaison a été réalisé, des chercheurs spécialisés sur les données paléoclimatiques ont essayé de rechercher la source de ces biais et ont essayé d'aller plus loin dans la comparaison spatiale des différents types de données paléoclimatiques qui avaient été introduits dans les grandes compilations de Marcotte et de Kaufmann. Ici, il s'agit d'un travail en fait, qui a été publié en 2018 qui considère essentiellement les données autour de l'Atlantique, à la fois en Amérique du Nord et en Europe, fondées sur deux types d'indicateurs, les pollens sur les continents et les données océaniques avec différents types de marqueurs paléoclimatiques. Ce sont les points bleus ici. Et donc, globalement, dans cette comparaison, eh bien, les auteurs pointent du doigt le fait qu'il y a des biais qui sont quasiment impossibles. On a des variations très marquées pour une zone géographique qui est très faible, qui est très localisée. Et donc, cela suggère en fait le fait que peut-être certains indicateurs sont effectivement biaisés. Donc là, les codes de couleur sont représentés. En fait, il s'agit d'une moyenne annuelle actuelle moins celle à 10 500 ans avant le présent, donc tout à fait au début de l'Holocène. Et donc, le code en rouge indiquerait l'absence, en fait, indique l'absence dans les données palynologiques d'un optimum Holocène, et les données en bleu indiquent la présence d'un optimum Holocène. Donc, on voit en particulier pour l'Est de l'Atlantique, pour la frange de l'Amérique du Nord-Est, un très gros contraste. Et donc l'hypothèse qui est émise par ces chercheurs spécialisés en données paléoclimatiques, c'est qu'il y a effectivement un biais de certaines données. Les contrastes sont un peu plus marqués. Il y a des gradients aussi intracontinentaux au niveau de l'Europe. Donc les changements montrent en fait des contrastes qui peuvent être compatibles avec un biais systématique, mais en même temps, même les données continentales réalisées uniquement avec les pollens présentent aussi des gradients au niveau de l'Europe. Donc le système doit être un peu plus compliqué, mais globalement, l'hypothèse qui a été émise dans cet article est qu'il y aurait effectivement un biais systématique dans certaines données. Alors pour l'illustrer et essayer de le corriger, ces auteurs ont représenté ici quelques courbes paléoclimatiques de changement de température, d'anomalie de température depuis le début de l'Holocène. Ici, par exemple, la courbe bleue en fait, vous présente une série temporelle qui a été réalisée au large du Canada
avec un changement de température océanique qui serait de pratiquement 5 degrés depuis le début de l'Holocène, depuis 11 500 ans avant le présent. Donc une lente diminution que l'on ne retrouve pas dans les pollens sur le continent. Donc c'est ce qui est proposé dans cet article. Eh bien, c'est que ces données seraient biaisées, essentiellement en liaison avec un biais saisonnier. Ces données ne représenteraient pas les fluctuations des changements de température à l'échelle annuelle, mais représenteraient uniquement les changements de température de la période estivale. Et donc, il faudrait en fait corriger le calcul. C'est ce que les auteurs ont fait. Ils ont en fait extrait de façon tout à fait artificielle, c'est-à-dire que là, c'est un peu arbitraire, c'est-à-dire qu'on va décider d'exclure certaines données du calcul. Et ce qui est représenté ensuite dans cette planche, eh bien, c'est la compilation de Marcotte qui présente un optimum holocène brut, la compilation telle qu'elle a été publiée, et cette compilation de Marcotte où l'on extrait et on élimine certaines données. Donc en fait, on va trouver effectivement ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on va avoir une absence d'optimum climatique, mais c'est effectivement parce qu'on a éliminé les quelques courbes qui présentent cet optimum climatique qui a tendance à générer cet optimum lorsqu'on fait la moyenne. Alors, les auteurs montrent aussi que sur les continents, en particulier en Amérique du Nord, eh bien, il y a une tendance, lorsqu'on fait uniquement une compilation à partir de ces données en Amérique du Nord, ils montrent qu'il n'y a pas d'optimum holocène et que donc ce serait compatible avec cette hypothèse de biais systématique, en particulier pour l'Atlantique nord-ouest des indicateurs océaniques. Alors, la situation est en fait compliquée. Pour l'instant, on n'a toujours pas résolu le problème. J'en veux pour preuve d'autres travaux en fait, qui ont été réalisés plus récemment encore, à partir d'autres types d'archives continentaux. Comme je vous l'ai dit, on le voit très bien là sur cette. Il s'agit d'un diagramme qui est repris de l'étude précédente, de cette étude publiée en 2018 par Marcissek, qui montre en fait qu'au niveau de l'Europe, la situation est beaucoup plus compliquée. Même sur le continent, les données palynologiques ne donnent pas les mêmes changements. C'est-à-dire que par exemple, au niveau de la zone qui est représentée ici avec des carrés bleus, eh bien, on serait plutôt avec présence d'un optimum climatique. On l'a vu, on l'a retrouvé effectivement, notamment dans le cas du lac de Saint-Front, alors que situé beaucoup plus au nord, probablement à cause de l'influence de la calotte de glace résiduelle de la Scandinavie, eh bien, il y avait plutôt un refroidissement au début de l'Holocène. Donc des gradients qui peuvent être importants, mais encore une fois, peut-être une incompatibilité aussi avec les modèles qui, comme on l'a vu au tout départ, présentaient plutôt un réchauffement pour toute cette frange de latitude, donc des gradients qui sont encore inexpliqués. Donc ici, il s'agit tiré d'une autre étude encore plus récente, en fait, qui montre des reconstitutions de paléotempérature qui ont été obtenues à partir de stalagmites qui ont été obtenus et prélevés dans une grotte du Jura suisse, et à partir de données isotopiques, en particulier des mesures qui sont assez complexes à obtenir, à partir de rapports isotopiques O18 sur O16 et deutérium sur hydrogène dans les inclusions fluides contenues dans ces stalagmites, il est possible de reconstituer des paléotempératures. C'est la courbe noire qui vous est représentée sur ce diagramme, et cette courbe noire, comparée avec d'autres courbes, en particulier des courbes de modélisation, la courbe orange est une courbe de modélisation, la courbe verte représente celle qui a été présentée dans le travail précédent, eh bien, il y a une divergence dans ces stalagmites provenant du Jura, qui sont représentés par la petite étoile rouge ici sur cette cartographie. Eh bien, on trouve bien un optimum un petit peu équivalent à ce que nous avions trouvé pour le lac de Saint-Front. Donc on a effectivement des choses qui sont apparemment plus compliquées qu'il n'y paraît et finalement assez incompatibles aussi avec les gradients modélisés qui sont beaucoup plus simples. Ici, il va falloir essayer de comprendre pourquoi il y a des gradients au niveau de l'Europe aussi importants, avec présence d'un optimum holocène et absence pour certaines zones. Alors, pour l'instant, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été proposées et suggestions, hypothèses qui ont été proposées pour incriminer finalement ce biais aux données, aux observations paléoclimatiques, mais il faut aussi regarder un petit peu les modèles, et il n'est pas impossible que certains biais, comme on l'a vu, je vous ai montré que les différentes modélisations, lorsqu'on compare les réponses
aux différents forçages, eh bien, ne donne pas forcément la même amplitude pour ces différents forçages, donc c'est relativement inquiétant, et donc il va falloir aussi s'intéresser à des possibles biais dans ces modélisations. Donc une des hypothèses qui a été proposée ensuite par d'autres groupes, eh bien, c'est qu'il y aurait aussi un biais dans les modélisations, et que l'absence en fait d'optimum holocène serait liée à certains défauts de certains modèles qui simuleraient mal la réponse au forçage pour les hautes latitudes. C'est ce qui est résumé un petit peu sur cette cartographie qui est tirée d'un article de 2019 qui montre en fait les cartographies. Alors ici pour la compilation PMIP3, encore une fois elle est tout à fait équivalente à celle que je vous ai montrée pour PMIP2 et pour PMIP4, pour un changement de température assimilant en moyenne annuelle, on retrouve effectivement que l'essentiel de la Terre se refroidit et que seulement la frange de haute latitude, en particulier de la zone arctique, présente un réchauffement et que donc on s'attend effectivement, en faisant une moyenne à l'échelle mondiale, à plutôt un refroidissement qui est très marqué dans la zone de basse latitude. Donc il serait intéressant de considérer ces cartographies moyennes pour chaque annuel, pour chaque modèle, pour chacun des 13 modèles qui ont été introduits dans cette moyenne, et d'essayer de les comparer. Donc une façon, alors ce serait compliqué parce qu'on aurait effectivement 13 cartographies, une façon de faire relativement simple pour essayer de détecter certains problèmes, eh bien, c'est de considérer les changements de température exprimés en delta de température en fonction des bandes de latitude, des zones de latitude, ce qui est représenté sur ce diagramme de droite. Vous avez un changement de température pour les différents modèles. Chaque courbe représente un modèle particulier qui a été utilisé pour obtenir cette moyenne à l'échelle mondiale, avec des changements de température qui sont exprimés pour les différentes zones de latitude. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une relativement grande dispersion, que globalement, lorsqu'on fait la moyenne à l'échelle mondiale et qu'on tient compte des surfaces terrestres, on va plutôt avoir un refroidissement pour la période d'il y a 6000 ans avant le présent en moyenne annuelle, mais que pour la frange de haute latitude, on a des changements de température qui vont être positifs au lieu d'être négatifs. Donc on retrouve finalement les caractéristiques logiques de la modélisation, mais ce qui est relativement important dans cette étude, c'est de matérialiser le fait que certains modèles ont une réponse qui est très marquée à haute latitude, ils ont une amplification polaire qui est très marquée, alors que d'autres ne présentent pas cette amplification polaire marquée. Donc les deux courbes rouges et bleues représentent la moyenne des 4 modèles les plus chauds. La courbe bleue représente la moyenne des 4 modèles les plus froids, donc il est logique d'avoir la courbe rouge toujours au-dessus de la courbe bleue, mais ce qui est aussi très apparent, c'est que la divergence la plus importante correspond à la zone de haute latitude. Donc on a une réponse des différents modèles qui va être variable. On peut voir une autre façon de voir ce possible biais ou cette dispersion entre les modèles. Encore une fois, lorsqu'on fait une moyenne de tous les modèles, on va trouver un calcul qui va être biaisé. S'il y a une trop grande dispersion, cette dispersion, elle suggère et elle signale le fait qu'il y a probablement des biais dans certains modèles. C'est toujours tiré du même article. Ce type de représentation permet de matérialiser justement cette dispersion des différentes modélisations. Ce diagramme qui est situé à gauche ici vous représente la moyenne du changement de température exprimé en anomalie de température à l'échelle mondiale pour chacun des 13 modèles. Chaque point ici représente un modèle particulier, donc on peut représenter l'anomalie de température pour la période d'il y a 6000 ans par rapport à l'actuelle. Donc globalement, tous les modèles sont plutôt situés en dessous de zéro, ce qui veut dire qu'en moyenne, on va trouver effectivement un refroidissement, mais on voit déjà qu'il y a certains modèles qui sont situés au-dessus de la barre, donc eux simulent plutôt un réchauffement holocène. Et d'autre part, le diagramme, en fait, il représente ce changement de température, cette anomalie de température à l'échelle mondiale, en fonction du réchauffement attendu dans la zone arctique
qui est très lié au changement de l'insolation orbitale. Donc on voit une amplification, enfin un changement de la température uniquement pour la zone entre 70 nord et 90 nord pour chacun des modèles. Et ce qu'il faut voir dans ce diagramme, c'est qu'il y a une très grande dispersion. On pouvait le voir déjà avec les courbes zonales. Là, on le retrouve, on voit qu'il y a une très grande dispersion. Il y a même une corrélation évidente entre le changement moyen à l'échelle planétaire avec le changement localisé uniquement à haute latitude. Certains modèles allant même jusqu'à simuler pratiquement pas de changement en Arctique, alors que d'autres présentent des changements de l'ordre de 2 degrés. Donc on a vraiment une dispersion importante qui signale le fait qu'il y a forcément des biais dans certains modèles. Une autre vue probablement qui signale en fait le même type de problème de dispersion parmi les modèles est représentée, tirée là de la dernière compilation PMIP4, un diagramme qui représente la réduction de la banquise estivale, qui est un des paramètres climatiques clés en fait, pour expliquer l'amplification polaire. Vous savez que l'insolation, que les rayons du Soleil vont pouvoir être réfléchis par la banquise, par la glace de mer, et donc la diminution ou l'augmentation de la banquise va avoir une influence très importante sur les phénomènes d'amplification polaire. Donc on a tiré de ce travail de compilation des différents modèles, tous les modèles ici sont représentés avec leur code qui permet de retrouver quel groupe a fait sa modélisation. Ce qui est représenté ici, c'est directement la réduction de la banquise estivale en fonction du changement de température en Arctique pendant la période d'il y a 6000 ans avant maintenant par rapport à l'actuel. Donc on retrouve que l'essentiel des modèles simule plutôt un changement positif en Arctique, mais on voit qu'il y a certains modèles qui ne présentent pas cette caractéristique. Et il y a une dispersion qui est très importante. Si l'on fait une moyenne à l'échelle mondiale, on va retrouver que le changement en Arctique est plutôt positif, mais il ne s'agit que d'une moyenne de tous ces modèles avec des comportements qui vont être très différents. Donc il est très clair qu'il y a peut-être certains modèles qui ne sont pas assez sensibles à l'insolation et d'autres qui le sont peut-être beaucoup trop, et donc présence effectivement de biais systématiques. Alors il est donc important de regarder finement ce qui se passe dans les hautes latitudes, et en particulier au niveau de la zone du Groenland. C'est ce qu'il est possible de faire en considérant les archives climatiques des glaces polaires. Donc tout à fait, au départ, je vous ai montré un des premiers travaux par Willy Dansgaard qui avait regardé la composition isotopique delta O18 en fonction de la profondeur de la carotte de glace de Grip. Il y a eu de nombreux autres carottes de glace qui ont été prélevées depuis, et il est possible en fait d'utiliser d'autres marqueurs paléothermométriques dans les carottes de glace et qui permettent en fait de reconstituer un peu plus finement, de façon plus fidèle et plus exacte, les fluctuations de la température au Groenland. C'est ce qui a été fait et qui est représenté ici dans cette planche, où nous pouvons regarder depuis 12 000 ans différents marqueurs paléothermométriques qui ont été reconstitués à partir des carottes de glace du sommet du Groenland, avec historiquement important les fluctuations du delta O18, donc similaire à la courbe de Dansgaard que je vous ai montrée tout à l'heure, avec toujours cette stabilité holocène marquée par certains événements. Un autre thermomètre qui est intéressant parce qu'il permet d'avoir des informations complémentaires, est issu en fait des mesures directes dans le puits de forage actuel de la température, qui n'est pas encore à l'équilibre, qui ne s'est pas encore équilibré avec le climat actuel, et il est possible, avec des techniques mathématiques d'inversion du signal, de reconstituer une fluctuation de température au cours du temps à partir de la température observée actuellement dans le trou de forage de 3 km réalisé au Groenland. Donc malheureusement, en fait, à cause de la diffusion de la chaleur, on n'a pas accès aux variations de haute fréquence, mais il est possible d'avoir une fluctuation à très long terme, lissée, donc avec toujours cet optimum.
Et d'autres marqueurs sont venus compléter par la suite. À l'heure actuelle, les marqueurs les plus précis de paléotempérature au niveau de ces carottes de glace sont issus de certains isotopes de l'argon, de l'azote, etc. Il est aussi possible de reconstituer, de regarder les fluctuations de température directement en considérant les couches qui correspondent à la fonte des glaces estivales qui peut être lue directement dans les carottes de glace. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle encore, il y a fonte estivale. Ici, vous avez une photo qui représente un lac supraglaciaire, et il est possible de lire et de compter la fréquence de ces couches de fonte dans les carottes de glace et de matérialiser le fait qu'il y a eu effectivement une période un peu plus chaude au début de l'Holocène qui est indiquée sur ces enregistrements. Mais ce qui caractérise aussi ces enregistrements, c'est non seulement cette augmentation de température au début de l'Holocène, mais des fluctuations aussi à beaucoup plus haute fréquence, matérialisées par ces changements de température que l'on peut suivre dans les différents indicateurs. On voit en particulier un changement qui est très caractéristique vers 8200 avant le présent. Donc toutes ces données sont relativement compatibles pour indiquer le fait qu'il y a effectivement un optimum dans ces carottes de glace du Groenland, mais encore une fois, on est situé à haute latitude. Donc c'est compatible avec ce que l'on sait des fluctuations de l'insolation. Alors encore une fois, il est possible aussi d'utiliser des modèles pour étudier le Groenland. Donc là, une planche qui est directement utilisée pour essayer d'interpréter plus finement les fluctuations de température que je vous ai montrées juste auparavant, qui sont représentées encore une fois en orange ici, il s'agit des données, et un modèle a été utilisé avec les mêmes forçages, insolation, gaz à effet de serre, volcanisme à haute fréquence, pour essayer de représenter un peu plus finement le changement de température au Holocène lu dans les carottes de glace du Groenland. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a une compatibilité entre la modélisation et ces changements à haute latitude dans ce modèle, et en plus une compatibilité pour certains événements à haute fréquence qui sont directement liés en particulier à des fluctuations du volcanisme important que l'on peut lire dans ces enregistrements du forçage volcanique. Donc des fluctuations à haute latitude qui sont importantes, mais encore une fois qui laissent entier le problème des fluctuations à l'échelle de la planète moyenne, qui ne sont toujours pas bien expliquées. Pour essayer d'aller plus avant dans les interprétations, pour essayer de comprendre, de mieux comprendre cette divergence, ce problème d'incompatibilité entre les moyennes des archives climatiques et des modélisations sur l'Holocène, il est aussi intéressant d'aller plus loin dans le passé pour en essayant de comparer le climat de l'Holocène avec le climat d'autres périodes interglaciaires. C'est ce qui peut être fait à partir des mêmes types d'archives. Le problème, c'est que là, les archives sont seront moins nombreuses parce qu'il faut avoir continuité sur beaucoup plus de temps, mais il est possible d'avoir des enregistrements paléoclimatiques qui vont bien au-delà de l'Holocène. Alors, c'est ce que j'ai résumé ici sur cette planche, qui vous présente quelques séries temporelles à la fois au Groenland. Donc on retrouve les séries fondées sur le delta O18 avec des fluctuations de température à lire de gauche à droite. On parle ici de 160 000 ans avant le présent pour converger vers l'actuel ici. Donc on retrouve la période Holocène qui est une période relativement stable au point de vue du delta O18 avec toujours cet optimum climatique au début de l'Holocène, lu dans ces enregistrements du Groenland. J'ai représenté sur ce diagramme d'autres données que l'on a obtenues à Aix à partir d'archives océaniques avec des paléothermomètres organiques. Donc il est possible de lire finalement les mêmes types de fluctuations de température à haute fréquence pendant la glaciation, mais avec des changements qui sont en corrélation relativement nette avec ceux du Groenland, valable pour l'Atlantique Nord. Et à titre de comparaison, j'ai représenté ici les fluctuations de température pour l'Antarctique qui sont établies à partir de la composition isotopique de l'eau des glaces de l'Antarctique. Donc on retrouve certaines fluctuations qui sont communes à ces trois enregistrements. Ce qui est important, c'est de pouvoir distinguer la période interglaciaire actuelle, ce que l'on appelle Holocène, et de la comparer avec le dernier interglaciaire,
le dernier interglaciaire avant l'interglaciaire actuel, qui est la période en fait, de l'Éémien, la dernière période interglaciaire, que j'ai soulignée ici par le carré vert, qui présente en fait des fluctuations de température qui sont très importantes. Les fluctuations de température pendant l'Éémien, d'une part, les températures maximales sont plus importantes que les températures de l'Holocène, donc cet interglaciaire était un peu plus chaud que l'interglaciaire actuel, mais en plus, les fluctuations internes à cet épisode interglaciaire d'il y a à peu près 120 000 ans avant le présent étaient plus importantes. Si on peut faire par exemple la comparaison pour les données de l'Atlantique Nord, on voit des fluctuations de température qui sont très importantes pendant toute cette période. Donc il est intéressant en fait de comparer les deux interglaciaires et dans ce cas-là, il est aussi important de considérer le forçage astronomique de l'Holocène et de le mettre en perspective avec les fluctuations, astronomiques des autres interglaciaires et notamment de cette fameuse période éémienne. C'est ce qui est fait sur ce diagramme où j'ai représenté en fait le forçage astronomique de l'Holocène qui est représenté à partir des différentes fluctuations des paramètres de l'orbite terrestre qui sont l'obliquité, l'excentricité de l'orbite et la précession des équinoxes, qui sont représentés en fait par ces trois courbes, la courbe rouge, la courbe bleue et la précession qui est indiquée ici en orange. Et c'est les fluctuations de l'orbite terrestre sur ces échelles de temps, qui sont bien calculées par les astronomes, nous permettent en fait ensuite de calculer des changements de l'insolation saisonnière. On l'a vu, je vous ai montré les changements de l'insolation à différentes latitudes pour la période Holocène. Je vous ai montré qu'en particulier pour la zone de l'hémisphère nord, eh bien, il y avait une lente diminution pendant tout l'Holocène. Eh bien, il est possible en fait, de considérer ces fluctuations, notamment pour l'hémisphère nord, c'est ce qui est représenté ici de l'intensité de l'insolation au cours du temps pendant toute cette période, mais pour avoir une perspective sur 300 000 ans pour essayer de bien comprendre le phénomène. Ce qui est important, c'est on retrouve ici, avec cette fluctuation représentée en vert de l'insolation pour l'été de l'hémisphère nord, on retrouve la lente fluctuation que je vous ai montrée tout à fait au début pour la période Holocène, qui est représentée ici avec le figuré jaune, et la période éémienne présente en fait une fluctuation qui est nettement plus grande, qui est pratiquement le double. C'est ça le message principal de cette comparaison, c'est qu'on a un forçage astronomique lié aux fluctuations de l'insolation saisonnière qui va être beaucoup plus important pour la période du dernier interglaciaire, de l'Éémien, que pour la période actuelle, que pour la période de l'Holocène. On a un signal ici qui est pratiquement le double de ce qu'il est sur la période de l'Holocène. Alors une autre vue un peu plus détaillée, compare avec une échelle de temps à la fois pour l'Holocène, pour la période tardiglaciaire et Holocène depuis 15 000 ans jusqu'à l'actuel, et pour la période entre 136 et 124 000 ans avant le présent, les différentes courbes d'insolation, ici pour l'Éémien en vert, ici pour l'Holocène pour l'hémisphère nord pendant l'été. Donc on voit, encore une fois, on retrouve finalement le même phénomène, le fait que l'amplitude de cette fluctuation de l'insolation estivale est beaucoup plus importante pour l'Éémien que pour l'Holocène. Donc on a un signal qui est pratiquement le double. Donc on s'attend à voir finalement, c'est ça le message important, on s'attend à avoir des effets saisonniers à haute latitude qui vont être beaucoup plus importants pour l'Éémien que pour l'Holocène, d'où l'hypothèse qui a été proposée assez récemment de l'utilisation, d'une technique en fait, d'utilisation de la comparaison entre l'Éémien et l'Holocène dans certaines archives pour essayer de corriger du biais hypothétique sur les données paléoclimatiques, en particulier en domaine océanique. Donc c'est ce qui a été fait assez récemment par un groupe de l'université de Rutgers sur la côte est des États-Unis, où les chercheurs ont utilisé justement ce contraste entre les deux interglaciaires en attendant un effet saisonnier beaucoup plus important
pour la période de l'Éémien, du dernier interglaciaire. Et dans ce cas-là, les chercheurs ont utilisé les données paléoclimatiques, ici des températures des eaux de surface qui sont reconstituées ici pour la partie gauche pour l'Éémien et pour la partie droite pour l'Holocène, dans une carotte de sédiments marins intertropicales du Pacifique. Ils ont émis l'hypothèse que s'il y a un biais saisonnier sur ces températures, eh bien, on doit pouvoir le voir de façon beaucoup plus nette pour la période de l'Éémien que pour la période de l'Holocène. Alors c'est effectivement le cas, de façon apparente. On a effectivement dans les températures qui ont été estimées ici à partir des mesures du rapport magnésium sur calcium dans les foraminifères, on a une longue tendance à la diminution de la température, même si l'amplitude n'est pas très importante, on a quand même quelque chose qui est tout à fait significatif. Et ces chercheurs émettent l'hypothèse que cette fluctuation de température, elle est attribuable à l'insolation saisonnière, à un biais saisonnier qui est directement lié au fait que pour l'Éémien, eh bien, on a une fluctuation du signal saisonnier de l'insolation très important et qui donc pourrait être corrigé. En fait, l'hypothèse qui est faite par ces chercheurs, c'est qu'en prenant en compte les données de l'Éémien et de leur corrélation avec les fluctuations de l'insolation locale, il est possible ensuite de proposer une correction de ces températures pour corriger d'un biais saisonnier et en retrouvant donc une courbe qui, elle, est beaucoup plus plate ici pour l'Éémien. La correction est effectuée entre les deux calculs, mais encore une fois, cette correction elle est liée à l'hypothèse que cette tendance est effectivement liée à l'insolation, mais l'importance, enfin, le calcul qui est fait ensuite, c'est d'utiliser cette hypothèse qui est testée sur l'Éémien et d'utiliser le même facteur correctif en tenant compte de l'insolation holocène pour corriger du biais supposé des températures de l'Holocène. Alors c'est ce qui a été fait par ces chercheurs pour cet enregistrement particulier. Donc les courbes rouges à la fois de l'Éémien et de l'Holocène observées sont ensuite corrigées pour obtenir les courbes bleues et on voit magiquement qu'on trouve ce que l'on voulait au départ, c'est que les températures des eaux de surface corrigées de la saisonnalité supposée montrent une tendance plutôt à l'augmentation, alors que ces données ne présentent pas cette tendance à l'augmentation pendant tout l'Holocène si elles ne sont pas corrigées de ce biais saisonnier. Alors, les chercheurs sont allés plus loin, ils sont allés considérer une quinzaine d'enregistrements situés dans les océans à différentes latitudes. Alors encore une fois, les enregistrements sont essentiellement côtiers parce qu'il faut travailler avec des résolutions suffisantes pour faire ce type de correction. Donc on n'est pas en plein océan, on est plutôt sur les marges. Mais globalement, ces différents enregistrements, à la fois fondés sur des mesures de magnésium-calcium ou d'alcénone, ont été utilisés pour étudier à la fois la période de l'Éémien et la période de l'Holocène pour essayer d'appliquer ce type de correction. Donc les chercheurs ont ensuite compilé toutes ces données en utilisant la même technique de correction tributaire justement de cette hypothèse et des données observées pour la période de l'Éémien, mais en appliquant cette correction ensuite pour la période de l'Holocène dans les mêmes sédiments. Donc c'est ce qui donne les différentes compilations qui sont représentées sur ce diagramme. Les compilations en rouge présentent les données brutes, les compilations brutes à la fois à l'échelle globale où on retrouve encore une fois l'optimum climatique holocène et les températures corrigées de la saisonnalité à partir de cette hypothèse fondée sur l'observation de l'Éémien et son étude précise. Donc on a effectivement une correction, mais encore une fois, qui est complètement tributaire de l'hypothèse de départ. Donc à l'échelle globale, la courbe compilée ne présente plus d'optimum pour l'Holocène, et c'est vrai aussi en particulier pour les moyennes latitudes de l'hémisphère nord, où on a un écart qui est encore plus important. On a effectivement moins de changements pour les basses latitudes. Donc, ce que les chercheurs signalent, c'est qu'effectivement, il y a un accord des données corrigées avec les modélisations climatiques. C'est ce qui est résumé sur cette autre planche tirée directement de leur travail, qui est fondée d'une part sur les corrections de la saisonnalité des températures observées, mais à partir d'une hypothèse, encore une fois, qui est encore à vérifier. Donc les températures brutes sont représentées ici en rouge, les températures corrigées
d'un effet supposé de la saisonnalité sont représentées en bleu, et elles sont compatibles avec les simulations de modèles qui ont été effectuées, qui ont été actualisées dans le cadre de ce travail, et qui sont représentées, qui ont été obtenues avec des modèles climatiques où l'on a utilisé les mêmes forçages, gaz à effet de serre, présence des calottes de glace résiduelles que l'on peut représenter de façon simplifiée sous la forme d'une courbe qui exprime le niveau de la mer pendant ces périodes. Et globalement, le message est que les simulations qui tiennent compte des bandes de latitude concernées par ces courbes présentent une augmentation de température continue pendant tout l'Holocène et ne présentent pas d'optimum Holocène au début de cette période. Donc on a une compatibilité, mais encore une fois, on trouve ce que l'on cherche, puisque finalement on a introduit un facteur correctif qui est fondé sur l'hypothèse qu'il y a un biais de saisonnalité. Donc on a finalement une controverse actuelle qui est complètement liée à, d'une part, des problèmes de biais dans les simulations, de biais aussi possibles dans les données paléoclimatiques, et il faut aller encore plus avant dans l'étude de ces différentes reconstitutions, à la fois les modélisations et les enregistrements paléoclimatiques. Malheureusement, il n'est pas possible d'avoir des enregistrements à très haute résolution saisonnière pour toute la période Holocène, mais il est possible, dans certains cas, d'obtenir de l'information, en particulier pour les océans, à partir de certains coraux massifs qui présentent, comme les arbres, qui présentent des couches annuelles. Et il est possible, en fait, de prélever dans ces coraux massifs des carottes et de reconstituer finement des fluctuations de température avec une résolution saisonnière. Donc ici, j'ai juste représenté donc une photo d'un prélèvement d'une série corallienne sous l'eau. Encore une fois, il y a d'autres séries coralliennes subfossiles qui vont être prélevées pour l'Holocène. Et dans ces coraux, il est possible, par radiographie, de compter, de regarder des cernes annuelles et de reconstituer une base de données. Donc là, il s'agit juste d'une photo de corail, enfin d'une radiographie pour un corail très récent, ça va de 1994 à l'actuel, mais en ayant un échantillonnage relativement fin, on peut reconstituer des fluctuations de température à partir de certains indicateurs géochimiques, en particulier les éléments traces. Ici, j'ai juste représenté un exemple de série temporelle pour les périodes récentes, pour des coraux prélevés à Tahiti, où on a une bonne corrélation entre le rapport strontium sur calcium, qui est un thermomètre, un paléothermomètre, et les températures observées pour Tahiti pour la période des années 80. Donc ça, c'est un travail de collaboration que nous avons réalisé au niveau de Tahiti. Mais encore une fois, le même type d'enregistrement va pouvoir être utilisé sur des coraux subfossiles correspondant au début de l'Holocène. C'est ce qui a été fait en fait par certains collègues américains de l'équipe de Woodsall aux États-Unis, et eux sont allés chercher en fait des coraux massifs dans des récifs fossiles holocènes, dans ce cas-là de la République dominicaine, que je représente ici en photo. Ici, vous avez une radiographie de ces coraux du début de l'Holocène, où on retrouve encore une fois ces bandes annuelles que l'on va pouvoir échantillonner de façon assez fine. Et dans ce cas-là, il est possible de corriger justement des biais saisonniers. On a accès vraiment à un signal qui va pouvoir être saisonnier, donc on peut faire ces corrections et être sûr que l'enregistrement sera non biaisé pour des problèmes de saisonnalité. Donc c'est ce qui a été étudié par les collègues et qui peut être résumé sur cette planche, assez compliqué, mais dans la partie haute en fait, du diagramme, ce qui est représenté en fait, c'est les fluctuations, les anomalies de température reconstituées à partir de ces mesures d'éléments traces. Alors là, il s'agit d'une reconstitution de la température qui est fondée en fait, sur deux éléments traces, strontium et uranium. Donc les anomalies de température sont un peu complexes, mais globalement, on a des fluctuations de ces éléments traces qui permettent de reconstituer des changements de température. Donc c'est la comparaison qui est faite dans ce diagramme récapitule ce qui a été fait pour la période récente. Ici, vous avez pour des coraux de la Martinique des changements de température qui sont compatibles avec les observations récentes. Donc c'est la courbe rouge qui est observée à partir des coraux. Les courbes noires et grises représentent des mesures subactuelles, des mesures instrumentales. Donc on a une compatibilité, donc une vérification de l'outil strontium-uranium pour reconstituer ces paléotempératures. Et les deux séries temporelles, les petites séries temporelles, représentent deux coraux
qui présentent des bandes annuelles, quelques dizaines de bandes annuelles, mais à 6000 ans et à 5000 ans avant le présent. Et dans ce cas-là, eh bien, les changements de température sont plutôt négatifs. Les anomalies de température, comme vous le voyez ici, sont de l'ordre de moins 0,5, moins 0,7 degrés Celsius, et on n'est pas avec un changement de température positif. Donc globalement, lorsqu'on fait une représentation de ces deux fenêtres, petites fenêtres temporelles, il y a 5000 ans et 6000 ans avant le présent, eh bien, on retrouve que ces séries temporelles ces petites séries temporelles saisonnières permettent de reconstituer un point, des points, deux points, un point à 6000 ans, un point à 5000 ans, du changement de température qui est compatible avec l'augmentation générale de la température, en tout cas sous les tropiques, dans la zone Caraïbe, et incompatible avec l'optimum holocène général de cette courbe de Marcotte qui est ici encore représentée en rose. Donc on a accès à certains paléothermomètres qui, même s'ils ne sont pas continus, ne permettent pas d'avoir une résolution saisonnière sur tout l'Holocène, permettent quand même d'avoir certains points de calage et de montrer que l'optimum Holocène n'est certainement pas général à toutes les zones géographiques planétaires et que possiblement une partie de cette anomalie serait liée justement à des problèmes de saisonnalité. Lorsqu'on a des coraux qui ont cette résolution saisonnière, on est à peu près sûr que ces données sont non biaisées. Voilà, donc c'est pour l'instant, comme je vous le montre, il y a encore une controverse qui est très vive et on n'a pas résolu totalement le problème de cette comparaison entre les modèles et les données, et il est très probable en fait que les années qui viennent en fait, vont nous amener d'autres études, à la fois sur les données de paléothermométrie reconstituées à partir des observations dans différentes archives géologiques, et d'autre part, beaucoup plus de détails sur les modélisations pour essayer de comprendre pourquoi il y a une grande dispersion et probablement des biais dans ces modèles. Donc je vous laisse avec quelques conclusions préliminaires, parce que, encore une fois, la controverse Farage, c'est vraiment une des controverses les plus vives dans le domaine de la climatologie, parce qu'encore une fois, même s'il ne s'agit que d'un climat ancien, ces modèles sont utilisés aussi pour les projections futures, donc on est plutôt... il est même fondamental d'avoir des réponses fiables et reproductibles et relativement robustes pour tous les modèles qui sont utilisés pour les prévisions futures. Donc ces modèles, ces climats passés sont utilisés comme des tests de ces différents modèles. Et pour l'instant, on a encore une incertitude, même sur le signe en fait, du changement de température pour le début de l'Holocène, comme je vous l'ai montré. En tout cas, lorsqu'on fait une moyenne à l'échelle mondiale. Donc, comme je vous l'ai montré, on a de nombreuses séries de données qui sont fondées sur des indicateurs paléoclimatiques variés qui nous permettent de cartographier les températures holocènes à l'échelle mondiale. Je vous ai montré aussi que les amplitudes, je n'ai pas détaillé, mais que les amplitudes de ces variations compilées, en fait, elles sont assez faibles. On a vu que c'était de l'ordre de plus, moins 0,5 degrés, ou en tout cas le maximum 1 degré et moins 1 degré. Donc, on est vraiment à la limite aussi des précisions intrinsèques de ces indicateurs paléoclimatiques, à la fois géochimiques et micropaléontologiques. On a vu aussi que les compilations simples statistiques indiquent toutes un optimum holocène à l'échelle mondiale, quels que soient les indicateurs et quelles que soient les techniques de statistiques que l'on utilise, mais il y aurait peut-être un artefact qui serait lié à un biais saisonnier de ces indicateurs, en particulier pour l'océan Atlantique Nord. Donc on a vu aussi qu'il est possible, de la même façon que l'on reconstitue des séries temporelles de changements de température à partir de différentes archives, il est possible aussi de reconstituer les différents forçages climatiques qui vont être utilisés comme conditions et limites dans la modélisation. Et on peut utiliser ces différents modèles. Et de façon générale, ces modèles sont incompatibles pour l'instant avec les données parce qu'ils présentent, lorsqu'on fait la moyenne de toutes ces modélisations, une croissance générale de la température au cours de l'Holocène, donc sans optimum climatique Holocène, mais on a vu que la dispersion des simulations suggère en fait, de façon très notable, la présence de biais dans certains modèles. Donc pour l'instant, il faut aussi travailler
sur ces modélisations et aller effectivement rechercher des détails pour certaines zones, en particulier pour les zones de haute latitude de l'hémisphère nord, qui sont très sensibles à l'amplification arctique. Donc pour l'instant, cette controverse n'est pas résolue, mais on a bon espoir que dans les prochaines années, d'autres informations viendront pour nous permettre en fait, de mieux comprendre cette divergence et qui, bien évidemment, doit être comprise si l'on veut effectivement avoir confiance dans les modélisations de projection du climat futur. Je vous remercie de votre attention.